Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette 12e leçon. Cette 12e leçon est un lab. Ce lab va présenter quelques services tels que DNS, ARP, DHCP et la commande ping. Donc cela dans le cadre de notre série de vidéos portant sur le CCNA 200-301 et moi c'est Mehdi Boloko, je suis certifié Cisco professionnel en routing and switching. Donc nous allons procéder à la revue de quelques notions avant d'appliquer ces notions dans un lab. Donc, les protocoles contribuent au fonctionnement de l'Internet et du routage IP. Donc, parmi ces protocoles, il y a le Domain Name System et l'adresse Resolution Protocol. Et aussi, il faut compter DHCP. Donc, il y a aussi la commande ping qui est un outil qui permet de tester la connectivité des réseaux. Donc, nous allons commencer par le Domain Name System, DNS. DNS est un outil qui permet de traduire les noms d'adresses, les adresses IP, telles que le 216, 58, 194, 142. Il est possible de partir sur son navigateur web et de saisir l'adresse IP 216 58 194 142 et d'accéder au serveur de Google. Mais est-il possible de mémoriser toutes les adresses IP des sites et applications que nous utilisons tous les jours? Cela n'est pas possible. Donc, le réseau, le modèle TCP/IP met à notre disposition le protocole DNS afin de traduire les sites en adresse IP. Donc les noms des sites en adresse IP. Voilà pourquoi le protocole est appelé Domain Name System. Donc c'est un protocole qui est consacré à la traduction des noms que nous connaissons, les host names en adresse IP. Donc, DNS est un protocole qui traduit les noms familiers aux humains en adresse IP. Lorsque nous voulons accéder au site de Google, nous tapons google.com, c'est un hostname sur le navigateur web. Notre PC n'envoie pas les paquets à l'adresse google.com. Il envoie ces paquets à une adresse IP utilisée par le serveur de Google. Le modèle TCP/IP utilise DNS pour permettre au PC de trouver les adresses IP utilisées par les hostnames. Donc ici, c'est une topologie où nous avons ce PC qui est dans le réseau TCP/IP. Mon PC est dans le réseau TCP/IP. En fait, le TCP/IP, c'est la suite de protocoles qui permet à l'Internet de fonctionner. Donc, ce PC veut accéder à ce serveur. Mais nous voyons que avant de pouvoir accéder au serveur, ce PC va envoyer une demande à ce serveur DNS. Ce serveur DNS a un record, on appelle ça des records, des e-records, record. Il y a beaucoup de records dans le DNS system et donc ce serveur DNS a une ligne, un record de l'adresse IP de ce serveur. Ce serveur peut être un serveur pour les emails, un serveur pour une banque, quel que soit le rôle de ce serveur. Donc, si ce PC veut accéder à ce serveur, la première étape, c'est de consulter ce serveur. Ce serveur va renvoyer la réponse à ce PC que si tu veux accéder au serveur 1, son adresse IP, c'est le 10, le 1, le 2, le 3. Et alors,
le PC1 sait maintenant où envoyer le IP packet, il envoie maintenant son paquet. Je vais donner un exemple rapidement avec mon PC. Si vous faites CMD dans votre PC, vous allez ouvrir cette utilité. Et si je fais, par exemple, tree search google.com, vous allez voir que là, c'est une notion encore en révision. La première adresse IP, c'est ma passerelle par défaut. Donc, c'est mon default gateway. Et donc, là, je suis en train de chercher où se trouve le serveur de Google, le serveur le plus proche par rapport à ma localisation physique. Donc, là, je viens de trouver cette adresse qui est une adresse d'un serveur Google. Je peux prendre cette adresse, je peux ouvrir un navigateur. Excusez, j'ai deux écrans, je vais ramener celui-ci ici. Et donc, je vais plonger cette adresse IP et quand je tape, j'accède au serveur Google. Donc, moi j'ai tapé une adresse IP, le PC me retourne le nom que nous utilisons d'habitude. Donc, d'habitude, si je voulais le faire, je devais faire www.google, .google.com et j'ai la même réponse. Donc, nous utilisons plus les hostnames tels que je les saisis et moins, en fait, nous n'utilisons pas les adresses IP parce que c'est impossible de les mémoriser. Donc, je vais repartir. Donc, en revenant ici, je vais continuer. Les routeurs traitent les messages trafic permettant de résoudre les adresses, les adresses non en adresse IP, en fait les noms en adresse IP, de la même façon que les autres paquets. Donc, lorsque le PC envoie les messages, la demande au serveur, au DNS server, de lui donner, de lui trouver l'adresse IP du serveur auquel il veut se connecter, c'est un trafic normal, c'est comme tout trafic TCP/IP. Les serveurs DNS travaillent en collaboration pour faire fonctionner l'Internet. Ils se distribuent les informations au travers des messages query. Donc ça veut dire que dans le monde, dans les 5 continents, il y a des serveurs DNS un peu partout. Et puis ces serveurs, par exemple, si nous avons un site au Botswana et que quelqu'un qui est aux États-Unis veut consulter ce site, il se peut que les serveurs DNS qui est proche ici dans le continent américain n'a pas ce nom. Ce serveur va consulter le serveur qui a ce nom. Donc c'est comme ça que ces serveurs fonctionnent pour pour que l'Internet soit accessible où que nous soyons. Donc ici, nous passons à l'ARP. Comment est-ce qu'un PC peut-il découvrir l'adresse physique du routeur pour envoyer le data link frame? Le data link frame, il utilise le protocole ARP. Nous l'avons vu que lorsque un PC veut envoyer un paquet à la passerelle par défaut, le PC a l'adresse IP puisque nous allons configurer le default gateway dans le PC. Mais nous pouvons tout de suite comprendre
que le PC n'a pas l'adresse physique du routeur. Donc, lorsque le PC veut envoyer un paquet au routeur, la première chose qu'il va faire, il va construire un frame et dans ce non, avant de construire le frame, il va envoyer un ARP, l'ARP à l'adresse FFFF, donc c'est 4F, 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 donc c'est un Ethernet broadcast frame qui sera envoyé à tous les équipements connectés au LAN, et l'équipement qui a l'adresse que le PC demande va répondre avec l'adresse IP et l'adresse physique. Je vais lire ça ici. Le PC peut connaître les adresses IP des autres PC ou du réseau local ou du default gateway, la passerelle par défaut. Le routeur peut aussi connaître l'adresse de destination, mais les PC et les routeurs ignorent les adresses physiques des équipements où envoyer les paquets. Et donc, le protocole ARP permet à un PC host, donc le PC c'est un host dans le langage du réseau, ou routeur dans un LAN, de découvrir l'adresse physique d'un autre host ou routeur qui est sur le même LAN. Le protocole ARP fonctionne sur la base des messages. Il y a le ARP request qui est la demande. Ce message veut dire: si ceci est ton adresse IP, s'il te plaît, envoie-moi ton adresse physique. Le ARP request est envoyé à tous les équipements du réseau local. C'est ce que je venais d'expliquer. Le ARP reply qui liste l'adresse IP. Donc le deuxième message, c'est le ARP reply qui liste l'adresse IP et l'adresse physique correspondante. Donc celui qui a l'adresse IP, qui est porteur de cette adresse IP, va répondre au demandeur que c'est moi qui ai cette adresse IP et voici mon adresse physique. Et au moment où le PC va recevoir cela, il va maintenant construire son frame. Dans le frame, à l'aide, nous avons vu à l'entête de son message de la deuxième couche, il va mettre l'adresse source physique et l'adresse destination physique, qui est dans ce contexte l'adresse physique de la passerelle par défaut, l'adresse, et il va envoyer son frame. Donc, je pense qu'il y a un tableau. Les routeurs et les PC maintiennent les résultats des résolutions ARP dans leur ARP table ou ARP cache. Donc, il y a une table qui est maintenue par les routeurs ou les PC. Je vais le montrer dans mon CMD. Donc, si je fais ARP A, vous voyez que j'ai ces adresses. Vous allez remarquer que j'ai des adresses statiques. Statique, ça veut dire que ce sont des adresses qui sont permanentes. Dynamique, ça veut dire que je les ai découvertes dynamiquement. Donc, après un moment donné, ils pourront être flash de mon ARP table. Donc, toutes les fois qu'un host ou routeur voudrait envoyer un paquet, il consulte son ARP table ou ARP cache. Donc ce n'est pas toutes les fois que le ARP broadcast est envoyé, le ARP qui est envoyé à tous les équipements du LAN. Ce ARP n'est envoyé que lorsque le PC ou le routeur n'a pas l'adresse physique de la destination. Donc lorsqu'il y a communication en permanence, le routeur va avoir l'adresse physique dans son ARP table. Les routeurs et les PC effacent les ARP entries après une certaine durée. Donc après une certaine durée, les PC et les routeurs effacent certaines entrées. Donc ici nous voyons ce PC qui veut envoyer un paquet à cette passerelle par défaut. Il va envoyer un ARP et non, c'est le contraire ici, excusez, c'est le routeur qui veut envoyer un paquet au PC. Il envoie une demande et le PC répond. Donc
La commande ping. La commande ping permet de tester la connectivité des équipements. Ping signifie Packet Internet Grouper. Utilise le protocole Internet Control Message Protocol, ICMP. Le PC ou équipement qui émet la commande envoie un message. C'est le ICMP Echo Request. Donc, on peut vous poser la question à l'examen. Quel est le message qu'un PC ou un équipement, un routeur ou un switch envoie dans le cadre du ping? Le message, c'est le ICMP Echo Request. Le PC ou l'équipement qui doit répondre envoie une réponse à l'équipement qui initie le ping, c'est le ICMP Echo Reply. Donc, celui qui demande envoie le ICMP Echo Request et celui qui répond envoie le message ICMP Echo Reply. Donc, un ping réussi, donc ayant reçu des réponses, signifie que les couches 1, 2, 3 du modèle TCP/IP fonctionnent correctement. Non, le ping est à la troisième couche. Ça veut dire que si je reçois la réponse d'un ping en provenance de mon destinataire, ça veut dire que de moi à mon destinataire, la couche 3, 2 et la première couche fonctionnent correctement. Donc, nous sommes à la fin. Nous allons rapidement ouvrir Packet Tracer pour exécuter un lab rapidement. Packet Tracer est en train de s'ouvrir. Donc ici, là, mon PC aussi, juste le temps que ça s'ouvre. Avec nos PC, nous pouvons aussi ping les serveurs, un peu les sites partout dans le monde. Donc là, je vais bâtir une topologie rapidement qui va consister en un switch. J'ai besoin d'un PC et en passant, je n'ai pas développé sur DHCP parce que nous aurons une session. En fait, DHCP, c'est un service qui sera développé, mais en résumé, DHCP, c'est un service qui permet d'attribuer les adresses IP automatiquement. Donc, l'idée est que si vous avez un réseau de 500 utilisateurs, par exemple le réseau d'une banque, vous n'allez effectivement pas configurer les adresses IP sur chaque machine. Donc le DHCP Service permet d'avoir un routeur ou un équipement ou un serveur DHCP qui va commencer à attribuer les adresses IP automatiquement. Donc, et nous savons que entre le switch et tous ces équipements, il s'agit d'un straight through cable. Donc nous allons prendre le straight through. Nous avions aussi dit qu'une fois que le switch, nous le connectons aux équipements, il est opérationnel. Donc nous le voyons. Du côté du switch, le câble est rouge parce qu'il y a le protocole STP qui passe sur certaines étapes avant de pouvoir activer le link. Le link, lorsqu'il est en rouge, il passe des messages de gestion, donc les management protocoles. Mais il ne peut pas passer le trafic, le trafic. Donc rapidement, je vais attribuer des noms. 192, 168, 1. Et celui-là sera le 192, 168, 1, 2. 192, 168, 1, 3. 192, 168.1.4. Et tel que vous pouvez remarquer, ça c'est un broadcast domaine. Donc, parce que tous ils sont dans le même segment. On n'a pas un routeur qui les sépare. Et là, ça sera mon DHCP server. Là, je vais mettre mon DNS server. C'est lui qui va traduire les host names.
Et là, c'est mon Gmail server. Donc, nous allons appliquer cet exercice en envoyant des emails. Et nous allons voir comment est-ce que ce serveur va traduire l'adresse IP en, le host name en adresse IP. Donc, pour commencer, nous allons partir ici, là. Nous allons partir à desktop. Nous allons y mettre son adresse IP 192.168.1.1. Lorsque nous faisons ça, il attribue automatiquement. Tel que vous allez remarquer, l'adresse, il y a certaines adresses qu'il faut configurer de façon statique, même dans le DHCP server. Donc l'adresse du DNS server, nous le configurons ici et c'est une configuration statique. Le default gateway, si nous avions un routeur, devait aussi être configuré statiquement. Donc, je fais ceci et je vais activer le service DNS ici. Donc, excusez, ici c'est le DHCP server. Donc, je vais activer le DHCP server. Donc, j'ai activé. Nous allons tester si le DHCP service fonctionne. Allons venir ici. Allons cliquer là. Nous voyons que ce PC vient d'obtenir une adresse automatiquement par attribuée automatiquement par le DHCP server. Et l'adresse DNS, je vais ouvrir l'autre. Donc ça c'est le DHCP server. Donc l'adresse DNS, excusez, que nous avons mis ici, lui il a reçu automatiquement. Et son adresse IP c'est le 1.2. Donc cette adresse a été attribuée automatiquement. En fait, je ne devais même pas écrire ça, mais bon, par ordre, le DHCP attribue les adresses par ordre. Donc, il envoie, il attribue celui qui est disponible. Ok, et donc je vais le faire de même ici là rapidement. Je vais envoyer un DHCP request successful. Lui il a reçu son adresse IP, c'est le 1.3. Et je vais venir au PC, je vais faire la même chose. Je vais faire la demande d'adresse DHCP. Vous voyez, le switch c'est un plug and play. On n'a rien configuré dans le switch, il fonctionne correctement. Donc c'est tel que je le disais lors du précédent lab, c'est un équipement qui est plug and play. Il peut fonctionner sans configuration. Donc ça aussi c'est une démonstration. La seule chose qu'on peut peut-être vérifier après avoir fait cela, toujours dans le cas de nos répétitions, de continuer à prendre nos commandes, c'est le show MAC address table. Nous avons les adresses physiques de tous ces équipements, donc il y en a 5. Donc je vais maintenant venir dans ce PC, dans le serveur DNS pour activer le service DNS parce que lui il va jouer le rôle de DNS server. Donc ce que je veux faire, donc le propriétaire de cette société Gmail.com a consulté, en fait on voit ces informations à DNS, il dit ok enregistrez-moi un un host name et c'est gmail.com.
Et son adresse, c'est le 192.168.1.3. Donc, excusez, c'est add. Nous ajoutons, nous voyons que le nom est ajouté. Ça, c'est le nom. Le type de record, c'est tel que je disais, il y a le e-record et l'adresse IP correspondante. Et nous venons maintenant ici. Lui, c'est le DNS server. Nous allons, c'est le Gmail server. Donc, les emails que nous envoyons fonctionnent grâce à des serveurs. Donc, nous allons configurer le service de email ici, là. Nous allons venir et nous allons mettre gmail.com set. Donc ça, c'est ce serveur, c'est le serveur de gmail.com. Et ce qui se passe à toutes les fois que nous nous enregistrons dans des sites, nous donnons nos informations et le serveur nous ajoute sur leur liste. Donc, nous venons d'ajouter deux comptes dans ce serveur Gmail. Donc, j'ai maintenant les deux records qui sont là. Je vais maintenant venir au PC. Le PC va maintenant setup son account, son email account. Je viens ici. Mon name, c'est Mehdi. Email address, mehdi@gmail.com. Je vais fonctionner grâce au serveur gmail.com et mon retour aussi sera au gmail.com. Mon username, c'est celui que j'ai mis là-bas. Donc, si vous remarquez, ça, c'est le plus important. C'est le domain name. Ça, c'est le compte de l'individu. Ça, c'est le compte. Ça, c'est le serveur. Et puis, je mets 1, 2, 3. Je mets save. L'email account de ce PC est activé. Je viens à ce PC. Ici aussi, je vais faire de même. Le deuxième account, j'avais dit, c'est CITS. Et donc, ce sera CITS@gmail.com. Le serveur, c'est gmail.com. Gmail.com. Le nom, c'est CITS. Et le password, c'est celui que nous avons mis là-bas. Donc, nous allons maintenant tester. Donc, ce que nous sommes en train de tester, c'est quoi? Juste pour mettre encore en perspective. Ce PC a une adresse IP. Ce PC a une adresse IP. Ces PC n'ont pas l'adresse IP de ce serveur, mais ils ont le nom. Nous avons configuré le nom de Gmail. Ils ont des accounts Gmail. Ce PC, c'est le DNS server. Il a le name record de ce serveur dans sa base de données. Donc, lorsque les utilisateurs envoient des emails, lui, il va traduire et les orienter vers ce serveur. Donc, lorsque nous envoyons gmail.com, le premier trafic va passer par ici et ensuite venir ici là. Donc, simulation, real time, les TCP IP qui sont en train d'être envoyés. Où est mon PC? Donc le PC 0 va envoyer un message.
compose to cits@gmail.com. Ceci est né 200-301. Excusez. Comment se passe la formation? Alors, le message a été composé. Nous allons l'envoyer. À partir du moment où nous l'envoyons, nous voyons qu'il y a le ARP qui est envoyé et le ARP est envoyé à tout le monde. Et nous allons voir comment est-ce que le serveur va répondre. Nous voyons que le serveur a répondu, DNS. Et là maintenant, le PC pourra... le PC vient à initier la demande de DNS resolution. Le PC veut simplement dire que moi j'ai le host name, mais je n'ai pas l'adresse IP. Et une fois que ce processus sera complet, il y aura la deuxième étape, donc la communication entre le serveur et ce PC pour permettre à ce que l'email soit envoyé. Donc là, nous voyons qu'il y a communication entre ce PC et ce serveur. Et là, SMTP, c'est un protocole. Simple Mail Transport Protocol, c'est le protocole qui est utilisé par les serveurs tels que Gmail pour transporter les paquets concernant les emails. Donc c'est une application, c'est un protocole de la 7e couche, Application Layer. Donc nous voyons que SMTP est en train de fonctionner. Et une fois que le processus entre le serveur et le PC0 sera complet, je pense que le serveur va livrer le message au PC1. Donc TCP, c'est un protocole de la 4e couche. Et la majorité des protocoles utilisent TCP parce que il faut qu'il y ait des réponses. Là, c'est STP, ça n'a rien à voir avec notre lab. C'est un protocole, c'est un autre protocole. Je vais vérifier si mon email est déjà arrivé au PC1. DTP aussi, c'est un autre protocole. Je vais voir. Donc, à partir du moment où j'ai cliqué sur recevoir, c'est comme lorsque vous attendez un email, il n'arrive pas vite, vous arrivez, vous cliquez sur, vous refresh la page. Généralement, ça. Et là, nous voyons apparemment, c'est mon message qui vient d'arriver. J'étais un peu pressé. Et même lorsque moi, je pense que lorsque j'ai refresh la page, ça passe aussi par DNS parce que c'est le mail, le système de Gmail doit passer par DNS lorsqu'il n'a pas encore l'adresse IP. Donc, j'espère que mon message va arriver. C'est simplement que lorsqu'on utilise le simulateur,
ça va un peu plus lentement. Donc je vais arrêter ce simulateur afin de vérifier mon message au PC 1. Vous voyez que mon message est arrivé. Le message transmis à partir du PC 0 est arrivé. Donc, le message a été envoyé à partir de ce PC. Il vient d'arriver. Nous voyons. Il est arrivé à 1h16. Et là, c'est 1h16-22. Bon, c'est des trucs virtuels. Donc, je peux l'ouvrir. Et si je l'ouvre, oui. Comment se passe la formation? Donc, ce lab avait pour objectif de démontrer que les PC fonctionnent grâce à certains protocoles et nous venons encore de reviser le protocole ARP. Nous venons de découvrir le protocole DNS qui traduit les hostnames, donc les noms tels que www.rfi.com en adresse IP, et cela dans le cadre du réseau TCP/IP. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous encourage de persévérer et nous allons continuer avec la découverte de certains éléments concernant le switch lors de la prochaine leçon. Soyez un guerrier, soyez déterminé. Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage aussi de partager et de souscrire à notre page YouTube. Merci.